Juillet 77, sur le mont Omine, non loin de Kyoto. The Play, le collectif d'artistes japonais, créé par Keiichi Ikemizu, érige une étrange structure au sommet de laquelle se dresse un paratonnerre appelé Doraishin. Après 2 semaines d'attente, Keiichi et sa bande repartent bredouille, mais pas battus. Rendez-vous est pris l'année suivante pour dompter la colère du ciel. Les 2 ou 3 premières années, il y a eu beaucoup de coups de foudre. Mais aucun éclair n'est tombé sur notre tour. Entêté, The Play sacrifie 3 mois par an à la poursuite de l'éclair. En vain. On a continué 3, 4, puis 5 ans. Et là, on a compris que le thème de la performance dépassait notre idée originelle. Alors, on s'est fixé pour objectif de continuer encore 10 ans. C'est énormément d'énergie et de volonté. Avec Keiichi Ikemizu et sa troupe, l'art prend le large et fait l'école buissonnière. À l'étroit entre les 4 murs des musées, les pionniers du happening en plein air refusent de marcher dans les clous et préfèrent se balader avec des moutons de Kyoto à Osaka ou randonner face au vent durant 5 jours. Depuis 54 ans, The Play participe au mouvement anti-art qui rejette l'embourgeoisement de l'art. Ils n'ont d'ailleurs jamais vendu une seule œuvre. Le collectif pousse le musée dans les orties. Les joyeux nippons seraient même les premiers à utiliser le terme happening sur un flyer. Avec eux, l'art est dans le pré. À Paris, en novembre dernier, The Play est rattrapé par ce qu'il fuit. La galerie Salle Principale lui rend hommage avec cette première rétrospective. Une fois de plus, The Play joue un tour au monde de l'art en jonchant le sol de rondins de bois, rendant la visite acrobatique. Pandémie oblige, le fondateur de The Play est bloqué à Osaka. Pour pouvoir répondre à nos questions, il s'est acheté une webcam. Sympa. Dis donc, Keiichi, tu voulais qu'on se fasse un limbago en se faisant ton expo? Normalement, c'est une exposition de documents qui témoignent des travaux qu'on a accomplis pendant plusieurs dizaines d'années. Mais pour nous, il ne s'agit pas juste de montrer ces documents. On cherche toujours à superposer des idées pour aboutir à quelque chose d'autre. En 1945, Keiichi Ikemizu a 8 ans lorsqu'il perd son père au front. Sa mère élève seule ses 4 enfants. À la fin du lycée, ses 3 frères aînés financent ses études et Keiichi entre à l'université d'Osaka pour devenir professeur d'art plastique. En 1960, il commence à enseigner et 4 ans plus tard expose sa première œuvre, Cage, dans laquelle il met derrière les barreaux différents objets du quotidien. L'année suivante, Keiichi investit l'espace public en se coffrant lui-même dans cette performance intitulée Homo sapiens. J'avais des amis qui étaient aux Beaux-Arts et ils étaient obligés de s'inscrire dans le groupe de tel ou tel professeur. Même après leurs études, ils devaient encore leur demander la permission pour organiser une exposition. Nous, comme on était censés devenir des professeurs d'art, ça n'était pas les mêmes enjeux. On n'était pas soumis aux mêmes contraintes. Durant les années 50, la création artistique japonaise tourne le dos à l'académisme. Des groupes tels que le Gutai innovent et revendiquent un art plus concret à travers des performances inédites. Dans les 60s, chahutés par les conflits sociaux, des artistes s'emparent de la politique comme le High Red Center, qui multiplie les actions sauvages dans Tokyo. Plus dans l'absurde, Ikemizu et 12 autres artistes négocient avec la mairie de Kobe en août 67
l'occupation d'un jardin pour monter la First Play Exhibition aux aires de parc d'attractions. Pour Keiichi, c'est l'occasion d'étraîner son installation Skydiving, composée d'un plongeoir de 4 mètres et de matelas pour amortir la chute. Les visiteurs se jetaient de là-haut les uns après les autres. Moi aussi, bien sûr, j'en ai profité pour sauter. En participant, on se sentait ensemble. On abolissait la frontière entre l'artiste et le public grâce à une œuvre d'art. Enthousiasmés, Keiichi et ses collègues décident alors de créer le collectif The Play. En août 68, leur premier fait d'armes, intitulé Voyage Happening in an Egg, consiste à larguer en pleine mer un œuf géant de 3 mètres sur 2 pour le laisser dériver, potentiellement jusqu'aux États-Unis. La bande de joyauderie n'attend pas le résultat pour enchaîner les actions déroutantes. L'année suivante, alors que le premier homme s'apprête à marcher sur la Lune, les membres de The Play embarquent sur une flèche géante en polystyrène. Un des membres de The Play fabriquait des flèches, mais elles étaient toutes petites. Un jour, il a proposé de faire flotter plusieurs de ces flèches. Après réflexion, on s'est dit qu'au lieu de ça, on pourrait fabriquer une énorme flèche plutôt que des petites. Et quitte à faire flotter une flèche géante, pourquoi ne pas embarquer dessus? Nos idées sont toujours partagées, c'est jamais l'idée d'un seul. En fait, tous nos projets sont des couches d'idées superposées. Un pour tous, tous pour l'art. Ce pourrait être la devise des mousquetaires du happening qui, depuis le début de leurs aventures, s'affranchissent des règles en la jouant collectif. Grâce à l'absence de hiérarchie et à la liberté de participation, The Play est devenu un rendez-vous annuel aux aires de colonies de vacances. Quand le collectif est invité dans les musées, ça déménage. En 1973, pour la Biennale de Kyoto, ils bâtissent un pont de 30 mètres au milieu de l'expo qu'ils utilisent ensuite au-dessus d'une vraie rivière. 9 ans plus tard, le groupe étale une carte à l'échelle 1:1, soit grandeur nature, de quoi remplir 3000 m². Et dans ce musée d'art moderne, The Play démonte une fenêtre pour l'exposer à l'intérieur. Sportif. L'avantage, c'est que le mot « play », jouer, peut aussi bien être employé dans le théâtre que dans le sport. C'est très intéressant que le sens ne soit pas trop spécifique. Ça nous permet de faire entrer plein de choses dans notre art.